Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule où je vous présente une toute nouvelle droite à ajouter à notre graphique, soit celle du PIB potentiel. D'entrée de jeu, j'aimerais juste vous rappeler que je vous disais en fait que le modèle de l'offre et de la demande est celui de l'offre et de la demande globale. Ces deux modèles qui sont très similaires mais qui sont fondamentalement, donc dans leur explication, différents. La première différence qui existe entre les deux modèles, c'est que celui-ci, donc l'OGDG, je vais le faire de cette façon. Donc, si on contraste offre et demande et on va faire plus un versus. Voilà. OGDG, comme on voit ici. Bon, c'est quoi la différence entre ces deux modèles? Graphiquement, ils sont vraiment très similaires, à une exception près de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, offre et demande, c'est un modèle microéconomique. Pourquoi? Ben, c'est parce que économique, c'est parce qu'on s'intéresse en fait à un seul marché. Tandis que le modèle OGDG, lui, c'est un modèle qu'on dit macroéconomique. Économique. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est tous les marchés. Donc, on va s'intéresser à tous les marchés, tous les agents économiques, tous les agents économiques. On va s'intéresser aussi à tous les indicateurs macroéconomiques. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un modèle qui est macro. Ensuite, la deuxième différence que je vous dirais entre les deux, bien évidemment, au point de vue, lui, on va s'intéresser au prix d'un bien et service, tandis que celui-ci, on va s'intéresser à l'IIP, qui est pour tous les biens et services. Donc, c'est l'indice des prix de tous les biens et services. Évidemment, ça va être les quantités. Et ici, on va s'intéresser à toutes les quantités d'une économie, soit le PIB réel. Mais graphiquement, c'est très similaire. Lorsqu'il va y avoir une petite différence au niveau de la représentation graphique, et je l'ajoute ici, puis même je vais peut-être vous le mettre en une autre couleur pour que ce soit évident, en 3, c'est qu'il va y avoir une courbe que l'on dit celle du PIB potentiel. Donc, elle, c'est vraiment ce qui va différencier graphiquement les deux. Évidemment, le titre également, mais sinon, visuellement, d'un coup d'œil rapide, c'est ce qui va établir la principale différence. Donc, parlons-en. On va dire A, le PIB potentiel. Qu'est-ce que c'est ça? Potentiel. Donc, le PIB potentiel, si je pourrais résumer, c'est essentiellement ce qu'une économie peut produire. Peut produire selon ses capacités de production actuelles. Puis quand on dit de ses capacités de production actuelles, évidemment, c'est fonction de son capital. Donc aujourd'hui, c'est quoi mes usines? Ensuite, de sa main-d'œuvre existante, parce que ça, c'est un modèle, ça, c'est à court terme. Main-d'œuvre, O-E-U-V-R-E-E, ouais, c'est ça, de sa main-d'œuvre et de sa technologie. Donc, on ne s'intéresse pas à savoir c'est quoi, dans le PIB potentiel, on ne va pas essayer de chercher à savoir qu'est-ce qu'on est en mesure de produire selon différents prix. Non, au contraire, c'est notre capacité à produire maximale, pas maximale, on va dire un autre terme là, pour être sûr que c'est pas. C'est notre capacité à produire à pleine capacité, voilà, à pleine capacité en temps normal. Là, les Français qui m'écoutent ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Donc, c'est vraiment de dire, donc, capacité. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment si, par exemple, en temps normal, donc, temps normal, c'est quoi? C'est, mettons, tous nos travailleurs travaillent à 35 heures par semaine, par exemple. Nos usines, ben, ils fonctionnent normalement, donc ils ne sont pas en surproduction, ils ne sont pas en sous-production. Fonctionnent normal. Puis notre technologie, évidemment, elle est fixe. Là.
sociologie, donc elle ne varie pas. Donc, c'est vraiment de dire c'est quoi une économie devrait produire en temps normal. Donc, c'est vraiment ça que ça signifie. Puis, donc, visuellement, elle va avoir un aspect différent des autres courbes. Donc, je vais juste refaire le petit graphique qu'on a ici, qu'on commence à être familier. Ça, c'est mon IIP, indice implicite des prix. Je mets mon titre OGDG, très important. Ici, comme à l'habitude, ce que je vais faire, je vais mettre mon PIB réel. Évidemment, il faudrait dire en dollars constants de 2002, là, mais je vous épargne tous les détails. Donc, ici, on va se donner des chiffres fictifs. On va dire 1000. Pourquoi 1000? Parce que ça me tente à matin. 1500. Donc, 500 de plus. Et vous en devinerez 500 de moins. Ici, on va dire un IIP égal à 100, 150, ainsi que 125. Donc, essentiellement, la droite de... Là, je vais changer de couleur. La droite de PIB potentiel, contrairement à toutes les autres droites, elle va être à la verticale. Comme ceci. Donc, voici comment représenter la courbe d'offre, la courbe où on voit le PIB potentiel. Voici le potentiel, bien entendu. Donc, c'est le PIB potentiel qu'on voit ici. Donc, nous, on pourrait dire, et juste petite parenthèse, cette droite-là, verticale, on l'appelle aussi souvent l'offre agrégée de long terme. Donc, puis ici, j'attirerai votre attention, je fais une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi est-elle verticale? Et je fais une petite étoile, ça va être à l'examen. Pourquoi est-elle verticale? Il y a une explication, moi je vous dirais, d'économiste de niveau bac et de niveau maîtrise. Moi, je vous l'explique de la manière la plus simple, en fait, la façon de le comprendre. C'est qu'ici, là, à long terme, là, nos capacités de production ne sont pas modifiées par le niveau des prix. Donc, ça, c'est la réponse que je vous dirais que moi, j'accepterais. C'est qu'à long terme, c'est indépendant du niveau des prix. Donc, qu'on soit à 50, à 100 ou à 150, à long terme, ça ne changera pas grand-chose. Puis, un peu l'explication, je vous dirais, un peu plus formelle derrière ça, c'est que je vais prendre une autre couleur. Pop, pop, pop. L'explication un peu plus formelle, je vous dirais, c'est qu'à long terme, si les prix, je vais donner un exemple concret, là, si les prix doublent, donc font x2, à long terme, en général, les salaires vont s'ajuster à l'inflation. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que... Ouais, on va juste déplacer un petit peu je ne suis plus capable de déplacer, puis voilà. Bon, je vais juste déplacer ici. Je fais une petite parenthèse entre la différence entre le court terme et le long terme. C'est qu'à court terme, les salaires, on le sait, on avait discuté un peu, les salaires ne s'ajustent pas. Ça, c'est pour la théorie dite classique. Donc, des économistes un peu plus de droite. Ça, vous allez le voir dans... Si on ne s'en souvient pas ou si je ne l'ai pas présenté, allez consulter le chapitre 3 de votre manuel où on vous présente les différentes écoles de pensée. Donc, ici, on dit qu'à court terme, les salaires ne s'ajustent pas. Ici, on dit que les salaires s'ajustent parfaitement à l'inflation. Donc, dans un exemple très concret, supposons que moi, je suis une entreprise de Pepsi. On va faire une petite canne de Pepsi, là. Je m'excuse, probablement que je vais me faire poursuivre pour ces droits d'auteur-là. Donc, si en 2010, une canette valait 1$ et
cette même canette en 2020 vaut 2 $, mais, donc là, on a fait x2, mais mes coûts de production, donc mes salaires, si, par exemple, dans ce cas-ci, ça me coûtait, on va dire, 50 sous de salaire par canne. Donc, si c'était 50 cents par canne, puis que mes coûts ont doublé à long terme, ben, officiellement, je fais la même marge de profit qui est de 50%. Là. Donc, je n'ai pas intérêt à embaucher plus de gens, à embaucher moins de gens, puisque mes profits, donc mes revenus ont doublé, mais mes coûts ont doublé aussi. Fait qu'au final, il n'y a absolument aucun gain, il n'y aurait aucun intérêt économique à une entreprise, pour une entreprise, d'augmenter ses capacités de production si son profit à long terme demeure le même. Pourquoi faire des efforts, un peu comme je disais en classe, si au final, c'est pour gagner la même paye à la fin de la semaine. Donc, ça peut plate dit de même, là, mais c'est la réalité. Donc, si je résume un peu, là, je vais juste retourner comme ça. Ah. Donc, si je résume un peu, à long terme, le PIB potentiel, c'est parfaitement indépendant de du niveau des prix d'une économie. Et l'autre raison aussi, c'est que nos usines, nos travailleurs, puis en fait, pourquoi elle est courbée de même, droite comme ça aussi, c'est que présentement, là, ce que nous, on va regarder, c'est PIB potentiel, c'est à long terme, mais on regarde aujourd'hui. Donc, techniquement, là, si on était dans un modèle à long terme, là, je vais l'écrire ici, là, si on était dans un modèle à long terme, on aurait probablement un OALT qui serait comme ça. Parce qu'à long terme, effectivement, il pourrait y avoir des ajustements des capacités de production. Mais là, c'est pas le point, donc je récapitule pour être certain de ne pas avoir mêlé tout le monde. Elle est verticale parce qu'à court terme, nos usines, le nombre de travailleurs, plutôt à long terme, je recommence. À long terme, la droite de PIB potentiel, elle est verticale, puisque nos capacités de production ne dépendent pas du niveau des prix. Elle va dépendre de d'autres paramètres, dont la technologie, dont la création d'usines ou l'arrivée de nouveaux travailleurs, mais ne sera pas du tout affectée par le niveau des prix. Donc, c'est un peu ce que j'expliquais en haut ici. Le PIB potentiel, ça, c'est les facteurs qui vont modifier à long terme. Donc, des fois, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, pour le gouvernement, par exemple, de développer son secteur industriel. Parce qu'à court terme, ça peut coûter cher. Mais à long terme, ce qui arrive sur le PIB potentiel, c'est qu'il augmente. Et ici, je fais un petit parallèle là, pour traumatiser mes étudiants, pour être certain que je vous traumatise. Si je ressors un vieux cadavre qu'on a vu au début du cours, regardons ici la courbe des possibilités de production. Ouf, oui, le mal de tête commence à me prendre. Ben, on disait ici, par exemple, peu importe le secteur, on disait secteur d'une économie 1, secteur 2, on s'en fout c'est lequel, là, ça n'a pas d'importance. Mais tous ces facteurs qu'on avait ici, un peu comme je vous l'expliquais, augmentaient nos possibilités de production, quelles qu'elles soient. Là, on s'en fout de savoir, ici, il n'y a pas de prix. Donc, ça serait CPP2. Donc, on augmente notre potentiel de production si on augmente la technologie, le capital, la main-d'œuvre et évidemment, quand on parle de technologie, ça peut être soit du capital humain, donc le savoir-faire de nos travailleurs ou carrément le savoir-faire technologique de l'entreprise. Donc, voici le petit parallèle avec ce que nous avons déjà vu.